Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs sur Web Radio Diena. Je suis Edouard Agbetou, les titres. Des propositions devant encourager les États à envisager des moyens d'amplifier la représentation globale des jeunes dans les prises de décision ont été formulées à la fin des assises sur la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent tenue à Lomé les 19 et 20 janvier dernier. Au Cameroun, ce sera l'actualité au-delà de nos frontières. De vives réactions ont été visibles après l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Et puis Coupe CAF, un quatuor arbitral tchadien sera à Lomé pour diriger le match ASCO Futur FC d'Égypte. Merci pour la fidélité d'écoute. Le Togo célèbre mardi 24 janvier la 4e édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. En prélude à cet événement, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Robert Doucet, a adressé un message à l'endroit des populations. Selon le chef de la diplomatie togolaise, la réflexion de cette année doit permettre à tous les Africains de penser à une nouvelle vision et une nouvelle forme d'association humaine qui permettra à l'Afrique de se prendre véritablement en main. Il a lancé un appel à toutes les organisations et regroupements d'associations des diasporas africaines du monde à s'associer pour ensemble poser les bases d'une Afrique nouvelle. Il y a une page d'histoire à écrire et chaque Africain, chaque Afro-descendant peut y contribuer à marteler Robert Doucet. L'une des stratégies, a-t-il assuré, serait de produire des contenus culturels pour infléchir graduellement le narratif sur l'Afrique en mettant en exergue nos valeurs intrinsèques qui sont souvent méconnues par le reste du monde. L'autorité publique prône l'africanophonie qui n'est pas un rejet des langues héritées du colonialisme, mais une promotion de nos langues locales aujourd'hui mises en valeur par l'ONU à travers la décennie internationale des langues autochtones 2022-2032. Pour rappel, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante a été adoptée à l'unanimité par la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO en 2019 à la suite d'un projet de résolution introduit par le Togo. Elle permet entre autres de célébrer la contribution des arts et cultures noires à la richesse de l'humanité. Au Togo, la politique nationale de volontariat mise en route depuis plus d'une décennie par le gouvernement togolais afin d'assurer l'employabilité d'une partie de la population va connaître une avancée significative. Des réflexions sont en cours pour l'amplifier, a annoncé le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes lors d'une émission spéciale dédiée à l'action gouvernementale dans son secteur. Nous envisageons d'institutionnaliser ce programme, a indiqué Myriam Dossou-Dalmeda, qui a salué une initiative qui a tenu toutes ses promesses. L'objectif est notamment de permettre aux jeunes de passer par cette étape pour se forger davantage. Le volontariat ne remplace pas l'emploi ou n'a pas pour vocation d'être un emploi durable. C'est un engagement sur une durée déterminée à apporter sa contribution au développement de son pays et le pays vous le rend bien. Il vous donne des valeurs, vous inculque des savoirs et vous aide à vous repositionner dans votre environnement socio-économique, a expliqué le ministre. Lancé en 2011 avec le Provonat, avant une mutation en agence ANVT, le volontariat a enrôlé plus de 50 000 personnes à ce jour, dont plus de 50% de femmes. L'initiative, déclinée en plusieurs programmes, compétences, engagement citoyen, senior, international, travaille avec plus de 600 structures sur le territoire et inspire d'autres pays. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.diena.tg. Nous vous l'annoncions en titre. Les travaux de la conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent ont pris fin vendredi dernier à Lomé. La rencontre organisée conjointement par le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et l'Assemblée nationale du Togo avec la collaboration de l'Union parlementaire africaine, du Comité interparlementaire du G5 Sahel et du Conseil de la Choura de l'État du Qatar intervient presque un an après celle de Doha, au cours de laquelle
laquelle le Togo avait partagé son approche. Tonkoano Baouba Norbert, secrétaire général du G5 Sahel. L'implication de la jeunesse, la question du dialogue entre les parlementaires et la jeunesse pour éviter que cette jeunesse aille vers le terrorisme. Au niveau de l'espace G5 Sahel, nous sommes dans la même dynamique. Nous avons dans notre plan d'action des pans entiers d'activités qui concernent donc les relations entre les parlementaires et la jeunesse, les relations, ce que les parlementaires peuvent faire au profit de la jeunesse pour permettre à ce qu'on puisse inverser la tendance. Que les groupes armés terroristes ne trouvent plus de terrain fertile pour recruter. Ce n'est plus un secret. Les terroristes trouvent des terrains très fertiles. Une jeunesse parfois désœuvrée, une jeunesse sans emploi, une jeunesse qui peine à être éduquée, à être scolarisée, à même faire des études supérieures. Et c'est très facile lorsqu'on leur propose des miettes, des kalachnikovs et en contrepartie donc l'achat de motos, de l'argent, etc. Je voudrais dire à la jeunesse africaine qu'elle soit dans un pays qui n'est pas encore touché par le terrorisme ou la jeunesse surtout du Sahel, c'est de les appeler au patriotisme, à faire corps avec nos États, à être véritablement des jeunes épris des valeurs de nos devanciers. Que la jeunesse ait confiance à nos gouvernants, que la jeunesse se démarque de ces groupes terroristes et de tout ce qu'ils peuvent proposer. Que ce soit pour les pays du littoral comme le Togo, etc., ou le Bénin, mais également ceux qui sont déjà en souffrance comme nos pays dans l'espace G5 Sahel. Nous appelons la jeunesse véritablement à être une jeunesse responsable. En tout, près de 300 délégations de parlementaires venus de plus de 25 pays ont préparé cette rencontre de haut niveau axée sur l'engagement des jeunes. Les travaux sont ainsi l'occasion de réfléchir sur les moyens qui permettront d'impliquer davantage les jeunes dans la lutte contre le péril terroriste. Sur le continent en proie au phénomène et à la radicalisation d'une partie de la jeunesse, plusieurs actions sont menées mais restent encore isolées et pas suffisamment efficientes, d'où la nécessité de la mise en place d'un cadre de réflexion de haut niveau qui permettra de s'attaquer aux racines de la violence et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Nous restons toujours chez les jeunes, mieux accompagner les personnes ayant une addiction aux substances psychoactives. L'ONG RAPA organise un atelier de validation d'un guide d'information aux familles. L'implication des familles s'avère déterminante dans la prise en charge des usagers de substances alcool, drogue, qui pour sortir de leur addiction ont besoin du support financier, matériel, moral et affectif de leurs parents et de leurs proches. Cependant, accompagner une personne qui souffre d'addiction à l'alcool, à la drogue, n'est pas toujours aisé. Les familles sont démunies face au déni des usagers de reconnaître leur addiction et au refus de se faire soigner. Écoutons Kama Jona Akwa, vice-présidente de l'ONG RAPA. Visiblement, on sait que le phénomène de consommation des substances prend de plus en plus d'ampleur. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est rentré dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, quand vous sortez en ville, dans tous les bars, dans tous les fast-foods, dans tous les restaurants, les petits coins où les gens peuvent se faire plaisir, il y a des dispositifs de chicha. C'est très inquiétant. Les jeunes s'adonnent à la consommation des substances sans retenue, sans aucune idée sur les conséquences que cela peut avoir sur la santé physique, leur santé mentale. Au niveau de l'ONG RAPA, de faire des sensibilisations. Les organisations de la société civile se mobilisent pour organiser carrément une enquête pour évaluer véritablement le phénomène et pouvoir prendre des dispositions pour une meilleure lutte contre ce phénomène. Pour encourager et faciliter l'implication des familles dans la prise en charge des usagers de substances, l'ONG RAPA a conçu un guide d'information et de conseils à l'endroit des familles. Réécoutons Kama Jona Akwa, vice-présidente de l'ONG RAPA. Nous intervenons sur la lutte contre la consommation de substances psychoactives et nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de consommateurs et le deuxième objectif, c'est d'accompagner les familles qui ont des enfants ou des personnes qui sont en souffrance de leur consommation. Dans notre organisation, nous avons un centre d'écoute où nous recevons des patients, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes avec leur consommation. Nous avons constaté qu'au cours de l'accompagnement de nos patients, le problème de la participation active de la famille se pose parce que certaines familles ignorent que leur accompagnement, leur soutien à la personne souffrante est indispensable pour que cette personne puisse véritablement récupérer. Cela nous a amené à élaborer un guide aux familles. Nous nous sommes rendus compte que en réalité les familles ne le font pas exprès, c'est par manque d'information. Donc nous avons décidé au sein de notre ONG d'élaborer un guide d'information aux familles
familles, pour les outiller, pour qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour pouvoir accompagner leurs parents souffrants. Dans ce guide, nous avons mis des informations générales sur ce qu'on appelle les substances psychoactives. Nous avons mis les informations générales sur le rôle de la famille. Qu'est-ce que la famille doit faire pour accompagner cette personne et quelles sont les ressources sur lesquelles ils peuvent se référer pour pouvoir accompagner leur famille, leurs personnes souffrantes. Quelles sont également les structures vers lesquelles elles peuvent se référer quand elles ont une personne qui a des problèmes avec sa consommation. Donc toutes ces informations, l'objectif c'est vraiment de donner aux familles les compétences nécessaires pour les aider à pouvoir accompagner leurs enfants ou leurs parents et l'aider à sortir de son addiction. Puisse ce guide faciliter la réhabilitation des usagers de substances en encourageant les familles à s'engager pleinement dans le processus thérapeutique. Actualité sociale, économique, politique, sportive, rien ne vous échappe sur le Togo. Actu Togo, votre magazine sur l'actualité togolaise, vous informe chaque lundi et vendredi à 18h GMT. Écoute ton magazine sur le www.radio.jena.tg. L'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le souci de préserver la santé de la population mondiale, a entrepris une semaine de sensibilisation sur la prévention à l'exposition au plomb. L'objectif premier derrière l'organisation de cet événement est la réduction de l'empoisonnement à ce métal lourd, souvent présent dans la plupart des matériaux utilisés au quotidien. Pour cette 10e édition, le Togo a fait une célébration en différé. En ce sens, une rencontre a été organisée vendredi dernier avec les professionnels des médias pour échanger sur le sujet. Des informations ont été données pour limiter les risques liés à la consommation inconsciente du plomb que nous livre ici Kokoué Le Mamégadien, juriste environnementaliste et directeur de l'ONG Les Amis de la Terre. Il est au micro d'Élysée Koumondi. Nous sommes dans le cadre d'une campagne internationale de sensibilisation sur la prévention de l'intoxication au plomb, qui est une semaine dédiée au plan international, qui se célèbre en réalité à la fin du mois d'octobre. Cette année, c'est du 23 au 29 octobre. Donc le thème choisi, c'est de dire non au saturnisme. La 10e édition à laquelle le Togo est en train de prendre part, c'est une occasion pour nous d'éveiller la conscience du public en général et des autorités sanitaires et environnementales en particulier sur les risques liés à l'intoxication au plomb et inciter ces autorités-là à prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces intoxications au plomb. Je rappelle que l'intoxication au plomb en réalité s'appelle le saturnisme et c'est dû au plomb qui est utilisé comme ingrédient dans la peinture au plomb. Au Togo, nous n'avons pas de données exactes qui peuvent dire en réalité qu'il y a tel nombre de personnes intoxiquées par le plomb, parce que je crois que nous n'avons pas encore le dispositif nécessaire pour essayer de diagnostiquer ce mal. Mais je crois que le Togo est en train d'avancer dans ce sens parce que nous avons acquis récemment des équipements qui vont être bientôt mis à la disposition des hôpitaux, des cliniques, pour faire en sorte qu'on puisse diagnostiquer le mal et puis le traiter convenablement. La page Afrique de ce magazine, Cameroun, de vives réactions après l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Élysée Koumondi. Les réactions se multiplient depuis la découverte dimanche 22 janvier du corps sans vie du journaliste Martinez Zongo. Le corps de Mbani Zongo Arsène, plus connu sous le nom de plume Martinez Zongo, a été ensuite déposé dans la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Pour la circonstance, l'institution hospitalière a été placée sous très haute sécurité. Le chef de chaîne de la radio Amplitude FM a été tué après avoir été enlevé par des hommes en cagoule alors qu'il rentrait chez lui.
L'autopsie a relevé qu'il a été atrocement torturé. René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, évoque un crime odieux, inqualifiable et inadmissible qui ne peut se justifier sous aucun prétexte. Le ministre de la Communication rassure que les enquêtes se poursuivent pour traduire devant la justice les auteurs. Maurice Kanto, le président du MRC, a dénoncé un contexte d'insécurité généralisé orchestré impunément par des clans et des gangs engagés dans la guerre de succession antidémocratique au pouvoir. Cabral Libi, député et président national du PCRN, a condamné l'assassinat de l'animateur de l'émission Embouteillage et demandé que l'insécurité cesse. Même son de cloche au CIJAC et au SINAGIC, deux autres regroupements professionnels des journalistes. Ce lundi 23 janvier, Martinez Zongo fait la une de quasiment tous les journaux. La Fédération des éditeurs de presse, Fédipresse, tient le gouvernement camerounais et le Parlement responsable de cette atmosphère de Far West qui ne laisse désormais plus de place ni au respect de la loi, ni à la protection basique des droits humains, ni à l'exercice de la liberté la plus élémentaire, celle d'informer et de savoir. Et puis Élysée au Burkina Faso, le gouvernement confirme avoir fait sa demande de retrait des forces spéciales françaises à Ouagadougou. Le porte-parole du gouvernement burkinabé et ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a confirmé ce lundi sur la télévision d'État avoir dénoncé l'accord militaire qui permet aux soldats français d'être basés à Ouagadougou. Cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses parce qu'elle est prévue dans le terme de l'accord militaire qui permet le déploiement des forces françaises ici au Burkina. L'article 16, en l'occurrence, prévoit la dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse un mois à l'autre partie pour accéder à cette requête, a déclaré le ministre Ouedraogo, interrogé lors du journal télévisé de la mi-journée. Selon lui, cette dénonciation n'est pas liée à un événement en particulier. C'est lié à notre volonté aujourd'hui, les autorités de la transition et l'ensemble des Burkinabés, d'être des acteurs premiers de la reconquête de notre territoire. Donc, ce n'est pas lié à un événement en particulier. C'est surtout lié à une vision et à un assaut des Burkinabés pour gagner la guerre et gagner la paix, a-t-il insisté. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être au Burkina. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des rapports diplomatiques entre le Burkina Faso et la France et les autres partenaires, a indiqué Ouedraogo. Cette dénonciation concerne l'accord de coopération militaire qui permet aux forces françaises depuis un certain nombre d'années d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il n'y a pas en principe d'autre chose qui devrait changer. De toute façon, nous sommes prêts à aviser le cas échéant, a-t-il précisé. Sur le départ des soldats français, il a indiqué qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons aucune raison que la partie française ne respecte pas les termes d'un accord qu'elle a signé. Interrogé sur la crainte d'un vide que pouvait laisser le départ de 400 soldats de la force spéciale Sabre stationnés à Cambouinsin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le seul vide qui puisse laisser dans cette guerre contre le terrorisme, c'est le vide que les Burkinabés eux-mêmes auront laissé. Et d'ajouter, à ce niveau, nous n'avons aucune crainte. Les Burkinabés sont debout et feront en sorte que cette guerre, nous puissions la gagner. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui vont conquérir le sacrifice de la libération de notre territoire pour que la reconquête de son intégrité et la refondation. C'est ça la dynamique, la vision des autorités burkinabés convaincus que les Burkinabés ensemble dans un sursaut patriotique derrière les forces de défense et de sécurité et les VDP auront gagné cette guerre, a répondu le ministre burkinabé. Alors que le président français Emmanuel Macron demandait des clarifications des autorités burkinabées sur cette demande de retrait dont l'annonce fuitée par l'agence de presse locale n'avait pas été faite de façon officielle, le ministre a indiqué qu'il n'y a pas autre commentaire à faire. Au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair. Évoquant également la demande de rappel de l'ambassadeur français à Ouedraogo,
Luc Alad, le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a indiqué que les autorités burkinabées ont reçu toutes les assurances que les autorités françaises vont accéder à cette requête dès cette semaine et donc nous attendons de voir l'aboutissement cette semaine même de cette requête. La position de la junte au pouvoir suit celle d'une autre sous l'influence russe au Mali. Après Bamako, la Russie du président Poutine tenterait-elle de prendre les commandes du Burkina Faso? À suivre. Le sport à présent, dans le cadre de la Coupe de la Confédération, l'ASCO du Togo reçoit Futur FC d'Égypte le dimanche 12 février 2023 au stade de Kégué à Lomé. Ce match, comptant pour la première journée de la phase de groupe de la Coupe CAF, aura lieu à 16h GMT et sera dirigé par un quatuor d'arbitres internationaux tchadiens. Aladi Alaou Mahamat va diriger cette rencontre en qualité d'arbitre central. Ce dernier sera épaulé par ses compatriotes Issa Yaya, premier arbitre assistant, Bogola Issa, deuxième arbitre assistant, et Poussri Armi Alfred, quatrième officiel. Les officiels tchadiens seront encadrés par Côté Nikwaye Alexander, accesseur du Ghana. Le Malien Mambi Diaby, pour sa part, est désigné commissaire de la rencontre. La coordination générale du match sera assurée par Zéphir Moukanya, candidat de la RDC, tandis que le Nigérien Odoshi Johan Efougou sera à Lomé en qualité d'officier sécurité. Et nous arrivons au terme de ce magazine de l'actualité togolaise et internationale sur Web Radio Djena. Je suis Edouard Agbetou. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.